Alors, je me présente, je suis Yasmine Debarge, déléguée générale de Canidea. Je vais co-animer cette plénière avec monsieur Stéphane Boutemi, qui est directeur général de l'ANM Chien Guide. Voilà. Alors, on a prévu qu'à chaque fois que quelqu'un se présente, la personne se décrive. Donc moi, je suis petite brune aux cheveux courts. Je me décris également, je suis bleu aujourd'hui, 1m80, et voilà, tout ce qu'il y a de plus normal, je pense. Voilà, donc on vous remercie déjà pour votre présence aujourd'hui. On tient à excuser Madame la ministre Fadila Khattabi, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui parmi nous. Donc on a un petit mot d'ouverture de sa part. Bien le bonjour à toutes et tous. Je suis désolée de pouvoir être présente avec vous aujourd'hui. Je tenais toutefois à vous remercier pour votre invitation à votre plénière annuelle. C'est un moment d'échange important entre les membres des 3 collèges de l'Aubac, les associations de personnes concernées par les chiens guides, les professionnels accueillant ces mêmes personnes dans leurs établissements et l'État. C'est aussi l'occasion de publier votre rapport annuel et de vous mobiliser collectivement pour les actions à venir. Permettez-moi d'abord de saluer le format de votre observatoire. 3 collèges réunis sur un ordre du jour choisi. L'occasion de confronter les perspectives, de dialoguer et de trouver des voies co-construites et concertées. C'est une méthode de travail que j'apprécie vraiment et qui résonne avec mes convictions profondes sur le dialogue social. Je veux ensuite revenir sur ce temps au cours duquel vous dressez le bilan des refus d'accès. J'ai pu parcourir votre rapport annuel. Je ne vais pas en dévoiler le contenu, mais partager quelques-uns des témoignages qui m'ont directement été adressés. Bernadette Pilois, qu'on ne présente plus, a essuyé encore récemment un refus d'accès de la part d'un chauffeur de taxi. Antoine Moreno m'a expliqué également que les choses évoluent vraiment lentement. Sa fille Honorine est revenue sur ses souvenirs d'enfant quand elle assistait impuissante aux multiples refus d'accès de son père. Ce sont des choses qui marquent et qui nous scandalisent. Voilà des témoignages qui illustrent que notre objectif à tous, celui de l'accessibilité universelle, n'est pas encore atteint. Mais ce constat ne doit pas nous décourager. Je suis de nature optimiste et encore ces dernières semaines, nous avons engagé des actions que je veux vous rappeler ici. En marge du dernier comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 20 septembre dernier, un plan d'action pour renforcer l'accessibilité des transports pour les Jeux de Paris 2024 a été signé par la Première ministre, les autorités organisatrices et les opérateurs de transport. 2 des mesures concernent les refus d'accès aux taxis et autres VTC. L'une vise à intensifier la formation des chauffeurs et l'autre à renforcer les contrôles des refus d'accès. C'est un pas dans le bon sens et je sais que nous allons encore aller plus loin avec la collaboration de tous ici présents. Je vous souhaite une bonne plénière avec des échanges qui seront, j'en suis certaine, très riches. Merci à toutes et tous. Merci Madame la Ministre. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir également Sophie Rater, coordinatrice interministérielle à l'accessibilité universelle, si vous voulez dire quelques mots à l'Assemblée. Est-ce que je peux poser sur l'ordinateur, il y a votre problème? Juste mon fil rouge. Bonjour à tous. Bonjour à tous et toutes. Alors, je suis Sophie Rater. Je pose mes affaires. Je suis Sophie Rater. Je mesure 1m62 à peu près. J'ai les cheveux clairs, les yeux bleus. Et aujourd'hui, je porte une veste bordeaux et une jupe kaki. Voilà, alors donc écoutez, avant toute chose, je voulais remercier Monsieur le Président Charles de me laisser la parole aujourd'hui et peut-être de vous présenter rapidement le rôle du SGCIH et ce qu'est le SGCIH et le travail que l'on mène ensemble avec l'Aubac, qui est une structure qui continue à s'ouvrir et qui est très active et qui a fait un travail remarquable encore au cours de cette année 2023.
Donc en fait, le SGCIH est une toute petite structure de 5 personnes qui est rattachée au service du Premier ministre et qui a en charge le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques sous le prisme du handicap. Et nous participons à l'organisation de 2 grands événements. Le premier, c'est le comité interministériel du handicap qui a lieu 2 fois par an, qui est présidé par la Première ministre et au cours de laquelle tous les ministres présentent leurs mesures qui vont avoir un impact sur le handicap ou qui sont spécifiques sur les questions d'accessibilité et de handicap. Et puis nous avons également un autre événement que certains connaissent très bien, c'est la Conférence nationale du handicap, qui est celle-ci présidée par le président de la République, qui a lieu 1 fois tous les 3 ans et qui fixe un cap sur une programmation des politiques publiques. Et donc le SGCIH, en fait, participe à la préparation de ces mesures, enfin de ces événements, et surtout on assure le suivi global à travers un fil rouge qui est le respect de la Convention des droits des personnes en situation de handicap, qui anime en fait votre action aussi, puisque c'est l'accès de tout à tous et l'accès aujourd'hui des lieux et des ERP notamment avec la présence d'un chien guide ou d'un chien d'assistance. Donc voilà une partie des missions du SGCIH qui est également secrétariat général du Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap. Et cette structure, en fait, permet de faire le lien entre les administrations et la société civile. Pour ce faire, nous animons 2 réseaux qui sont importants et qui sont un relais et pour lequel, justement, la présentation du rapport et de l'activité de l'OBAC aussi leur sera présentée notamment. Il s'agit des hauts fonctionnaires handicap inclusion. Ce sont des hauts fonctionnaires qui sont nommés par chaque ministre et qui nous permettent d'avoir une porte d'entrée dans les ministères, à la fois pour les solliciter, mais aussi pour qu'eux s'assurent qu'au sein de leur ministère, la question du handicap soit bien repérée et prise en compte dans la construction des politiques publiques. Autre chose, que la participation des personnes directement concernées soit associée dans la construction des politiques publiques. Donc nous avons ce réseau des hauts fonctionnaires handicap inclusion et vous avez ici la déléguée ministérielle à l'accessibilité Carole Guéchy qui est membre de ce réseau. Et puis nous avons un nouveau réseau qui a été mis en place en janvier 2023 qui est le réseau des sous-préfets référents handicap. Et donc nous avons un sous-préfet dans chaque département que nous organisons des rencontres tous les 2 mois. Et nous organisons ces réunions d'acculturation, en fait, sur des thématiques bien précises. Et donc, je ne manquerai pas à la fois de leur transmettre le rapport qui a été réalisé, qui va vous être présenté aujourd'hui, mais également de les alerter particulièrement sur toutes les questions de refus d'accès. Et on voit bien qu'à travers les éléments qui sont dans le rapport, notamment sur les remontées de données qui sont vraiment essentielles, parce qu'aujourd'hui, c'est très bien de dire il n'y a pas d'accès, on a des problématiques, etc. Mais tant qu'on n'a pas du chiffre et tant qu'on ne sait pas, et c'est l'intérêt du travail qui a été effectué en 2022, de savoir dans quel secteur ces refus d'accès sont les plus prégnants. J'ai vu que, bon, sans dévoiler tout, mais on a bien vu qu'il y avait 14 refus d'accès au niveau des administrations. C'est comment aujourd'hui je vais solliciter les HFHI en leur disant ben voilà, on a telle administration sur laquelle voilà, on a des difficultés, comment on fait, comment on informe, comment on sensibilise pour faire en sorte que ces chiffres baissent et baissent de façon durable. Voilà, je ne vais pas prendre trop de temps parce que la journée, l'après-midi est très, très chargée, mais je pense que c'était important de vous rappeler voilà, pourquoi le SGCIH est aujourd'hui parmi vous. On est membre
On fait partie du 3e collège, le collège institutionnel avec la DMA. Et donc, voilà, on est un soutien, on l'espère en tout cas, pour les membres de l'OPAC. Et je remercie vraiment à la fois son président, ses équipes, Madame Debarge, pour tout le travail qui a été fait, mais aussi pour vous, votre travail, parce que sans vous, de toute façon, les choses n'avanceront pas. Donc, merci beaucoup et très bonne plénière. Merci à vous. Merci Madame Ratter. On demande à Monsieur Charles de bien vouloir ouvrir. Alors pendant que Monsieur Charles monte, je précise une chose. Nous devions avoir des interprètes en langue des signes aujourd'hui. On a cherché il y a un mois à en avoir. On n'a malheureusement pas réussi à avoir qui que ce soit. On avait une interprète, mais comme il travaille en binôme, enfin elle travaille en binôme, c'était impossible de pouvoir aujourd'hui avoir la langue des signes sur scène. Donc on est fort désolé. Ça montre la quantité de travail qui reste à accomplir en termes d'accessibilité. Bien, nous allons continuer l'autodescription. Toujours dans les tailles moyennes, c'est-à-dire Paul Charles, président de KDDA, 1m65. Bon, les yeux bleus, les cheveux étaient à l'origine blonds, ils sont plutôt tendance gris actuellement. Voilà, j'ai une veste grise et un pantalon noir. Voici pour l'autodescription. Donc, Madame la déléguée interministérielle, Madame la déléguée ministérielle à l'accessibilité, Mesdames et Messieurs membres de notre confédération, Mesdames et Messieurs les représentants des lieux ouverts au public et des organisations professionnelles concernées, je tiens tout particulièrement à remercier Madame la ministre de nous recevoir dans cet amphithéâtre au sein de son ministère. Invitation soulignant l'importance de l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans leurs déplacements quotidiens. Je remercie également la présence des acteurs que constitue l'OPAC au travers de ses collèges, ainsi que tous ceux et celles qui contribuent par leur action permanente à la libre circulation dans les lieux publics des personnes accompagnées de leurs chiens guides ou chiens d'assistance. Parmi nous, je salue nos nouveaux adhérents, Uber France, UMAT, qui nous ont rejoints au cours de cette année. Cette plénière, lieu de rencontre et de partage pour évoquer les difficultés d'accessibilité comptabilisées au cours de ces derniers mois, doit nous permettre de proposer des solutions pérennes dans un avenir rapide à ceux et celles qui, chaque jour, s'escriment à évoluer dans un monde envahi par une jungle de difficultés croissantes et de se déplacer devient une aventure périlleuse. Notre ordre du jour est particulièrement chargé et riche en initiatives de chacun pour améliorer la libre circulation et l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Je vous laisse donc le soin de la parole de présentation de vos actions, toutes enrichissantes et portées vers un avenir d'un chemin libre de toute contrainte. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Ok, donc je vous propose qu'on passe au rapport. Je vais peut-être les poser. Je vous propose qu'on passe au rapport, à la présentation de ce rapport annuel 2022. Alors tout d'abord, on souhaite remercier Ideance pour l'accessibilité de la version digitale du rapport, puisqu'il va être disponible en version digitale et que l'accessibilité des documents qui sont très chargés au niveau graphique est assez complexe. Donc ça exige l'intervention de professionnels pour ça et Ideance a réalisé cette accessibilité. Alors, pour les orientations de ce rapport 2022, donc on a fait un choix, c'est-à-dire qu'un rapport, c'est forcément les précisions sur la vie de l'observatoire, la présentation des données. Là, cette année, on a décidé de faire une analyse sociologique des chiffres, donc d'exploiter les chiffres pour donner des pistes de travail. Ce sont bien des pistes de travail, hein, ça veut dire que derrière, il va falloir qu'on réfléchisse à des solutions en fonction de ce qu'on a identifié comme problématiques qui ressortent des données. Et on a aussi fait le choix de réaliser des fiches qui sont réutilisables et qui seront en permanence à disposition de toutes et tous. Donc à savoir des fiches qui ont été élaborées avec les acteurs par secteur pour être diffusées largement auprès des différents acteurs. Alors avant d'entamer l'analyse des données, je vais demander à Stéphane de nous rappeler ce qu'est un refus d'accès.
je pense que c'est assez simple pour tout le monde, et je replace le micro un petit peu. C'est assez simple pour tout le monde, mais un refus d'accès. Voilà. La loi existe depuis 1987, donc une personne accompagnée d'un chien guide ou d'un chien d'assistance, et depuis 2014, une famille d'accueil ou un éducateur de chien guide accompagné d'un chien en cours d'éducation ont le droit d'accéder dans tous les lieux ouverts au public, transport, lieux d'autorité, etc. Et un refus est catégorisé comme tel lorsque la loi a été expliquée à la personne patronne de l'ERP, par exemple, ou taxi, et que le refus subsiste tout simplement. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on nous signale la plupart du temps à l'ANM Chien Guide le refus d'accès. Donc au niveau des chiffres pour 2022, donc on a 2730 duos, donc bénéficiaires de chiens guides, ou enfin bénéficiaires de chiens d'assistance ou maîtres de chiens guides en activité, donc 2730, et 167 personnes ont été refusées. Donc ça, ce sont des signalements, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des chiffres plus importants, mais au niveau des signalements, ce sont ceux-là qui nous ont été transmis. Donc 120 bénéficiaires de chiens guides ou de chiens d'assistance, 46 familles d'accueil et un éducateur canin. Donc 132 actions de médiation ont été entreprises, principalement par l'ANM Chien Guide. Une sensibilisation, 29 cas où aucune action n'a pu être entreprise et 5 dépôts de plainte. Voilà. Alors, quand on reprend le détail de ces 167 refus, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 109 femmes, 47 hommes et 11 couples. Donc, c'est assez flagrant que 2/3 des refus concernent des femmes. Ce qui fait qu'on s'est posé la question, est-ce que le genre est un facteur de risque de refus d'accès ? Il faut savoir que l'espace public reproduit les rapports de pouvoir qui sont présents dans la société de manière générale, de manière assez évidente. Ce qui veut dire qu'au quotidien, lorsque les femmes circulent dans l'espace public, elles sont victimes d'un certain nombre d'agressions qui ponctuent leur expérience. Donc, en tant que maîtresse de chien, étant donné qu'elles sont des femmes, de toute évidence, elles sont aussi soumises à ce type d'agression dans l'espace public. Par ailleurs, il faut savoir que les personnes en situation de handicap subissent plus de violences physiques, sexuelles et verbales en général que les autres personnes dans le reste de la société. Et lorsqu'on va chercher un peu plus loin, ce qu'on a comme données aujourd'hui sur les femmes en situation de handicap et leur situation par rapport au fait d'être potentiellement victimes de violences, elles sont 2 à 3 fois plus souvent victimes de violences sexuelles que les femmes valides. Les violences sexuelles étant la version la plus extrême des violences, on peut supposer que ça s'étend en fait aux autres types d'agressions. Enfin, l'espace public est conçu par des personnes valides pour des personnes valides. Donc, quand on réunit l'ensemble de ces facteurs, déjà le handicap et le fait d'être une femme, on appelle ça l'intersectionnalité. Lorsqu'on croise 2 types de caractéristiques qui mènent à des discriminations, c'est l'intersectionnalité. Donc là, on peut se demander si, en tenant compte de ces différents facteurs, il serait plus facile d'exprimer un refus d'accès à une femme qu'à un homme, ce qui mènerait à ce chiffre de 2/3 de refus qui concernent des femmes sur l'ensemble de la population concernée par des refus et des dénis. Alors parce que les refus d'accès, ce n'est pas que des chiffres, mais c'est surtout des situations qui ont un vrai impact sur les personnes. Je vais demander à Delphine, Armel Cheminet, de témoigner, si tu le désires. Je vais te passer un micro, attends, sauf si tu veux nous rejoindre sur scène. Bien ? D'accord. D'accord. Bonjour à tous. Je mesure un bon 1m70. J'ai les cheveux courts, plutôt bouclés et bruns, qui font le désespoir des coiffeurs parce qu'ils n'arrivent pas à me refiler des teintures. Et je porte un pull chaussette et un tailleur pantalon.
j'ai effectivement, comme le disait Stéphane, au cours tout récemment encore, été confrontée à des refus d'accès, et quand ce ne sont pas des refus d'accès, des difficultés d'accès. Je voudrais vous parler de ces dernières difficultés d'accès qui me touchent beaucoup parce qu'il se trouve que je suis attachée d'administration au ministère de la Culture et je sors beaucoup, je vais visiter des expos, j'aime beaucoup les musées. Alors j'ai une amie qui m'a dit oh, mais c'est parce que tu fais trop de choses que tu as des difficultés, tu devrais rester chez toi. C'est vrai que du coup, voilà. Sauf que, non, je ne peux pas m'arrêter d'aller visiter des expos parce que j'aime ça. Et alors, je peux vous parler de 3 difficultés qui ont été extrêmement pénibles. L'une remonte à il y a quelques années déjà. Mais nous étions en fait un jour de grande affluence avec mon mari et ma fille aînée pour une exposition de peinture qui se trouvait dans la propriété du peintre. C'est une expo un peu événement, il y avait beaucoup de monde. Et donc, ce jour-là, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. J'ai cherché en fait la priorité. Et donc l'agent d'accueil me dirige vers la tête de la queue. Et là, l'agent d'accueil de la tête de la queue va chercher la responsable de l'accueil ce jour-là, qui arrive complètement déboussolée et qui s'interroge de quel droit je veux entrer avec mon chien guide, qui apparemment pose un gros problème. Donc pour moi, ce n'était pas un problème parce que j'ai toujours la petite carte de l'ANM sur moi avec la carte professionnelle de mon chien guide et puis le texte de loi fourni par l'ANM. Donc j'explique que ça ne va pas poser de problème parce que c'est la loi, etc. Et donc là, pour elle m'a dit mais vous n'y pensez pas, il y a des toiles qui viennent de Philadelphie, qui viennent de Washington. Donc comme si effectivement mon chien guide adorait spécialement croquer les toiles de Philadelphie et de Washington. Ensuite, elle s'est dirigée vers la tête de la queue et a dit arrêtez tout, plus personne ne rentre, il faut que je m'occupe de ces personnes qui prétendent que la loi les autorise à entrer. Alors évidemment, tout le monde nous regardait. Là, j'avais envie de rentrer sous terre. Et puis, elle a trouvé comme moyen, en fait, pour effectivement se déstresser et puis peut-être un compromis. Elle a fini, mais tout ça, ça a duré quand même une bonne demi-heure. Elle a affecté en fait un agent d'accueil à notre surveillance pour vérifier que notre visite n'était pas à cause de dommages ou de problèmes particuliers, n'était pas source de dégradation. Donc voilà, et immédiatement en fait en entrant dans ce lieu de culture, ma fille effondrée, elle avait 18 ans à l'époque, et elle a disparu, je ne savais pas où elle était, et en fait elle s'est réfugiée dans les toilettes, elle était en pleurs, décomposée, parce que c'était extrêmement pénible et douloureux. Alors moi je devrais me blinder en fait, je devrais me dire que être habitué, plus on est confronté, moi c'est en tout cas ce que je pensais. Et en fait, les chiens guides, vous savez, ils ont des réactions parfois difficiles quand il y a de l'orage ou des pétards. Ils n'aiment pas ça du tout. Et quand j'ai eu mon premier chien guide, celui qui m'accompagne, un grand labrador noir que j'ai oublié de décrire, quand j'ai eu mon premier chien guide il y a une vingtaine d'années, j'ai remarqué qu'il avait un comportement de stress terrible. Et je me suis dit, c'est pas grave, cette chienne va comprendre que finalement, voilà, c'est de l'orage qui se passe, le ciel ne va pas lui tomber sur la tête pour autant. Et en fait, un éducateur m'a expliqué que plus les chiens étaient confrontés à cette source de stress, plus ils réagissaient violemment. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé l'été suivant, en rebelote, des orages, des pétards le 14 juillet, et elle était, donc elle avait envie de se réfugier dans la salle de bain, dans des petits coins. Et bien en fait, c'est un peu pareil, je peux faire un parallèle avec la réaction des chiens guides. Plus je suis confrontée à des difficultés d'accès, plus c'est difficile. J'ai du mal à vous décrire ce qui se passe. Enfin, je peux essayer de vous décrire ce qui se passe. Là, tout récemment, c'était cette année,
dans un établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la Culture. J'ai eu des grosses difficultés au terme de peut-être une petite demi-heure d'attente. J'ai fini par avoir quelqu'un au téléphone, un responsable, parce qu'évidemment donc, le chien posait problème. Là, nous étions en plein Paris. Et la responsable m'a dit, écoutez, vous savez, il faut excuser les agents d'accueil et les agents de sécurité parce que ils ont fait de l'excès de zèle. Moi, j'appelle ça un déficit de formation. Et ensuite, elle m'a dit, la deuxième chose qu'elle m'a dite, c'est, écoutez, vous pouvez aller visiter l'exposition, mais cependant, j'attire votre attention sur la scénographie très particulière. Il faudrait que vous soyez particulièrement vigilante et que vous surveilliez votre chien de très près. En gros, elle n'avait pas envie que mon chien lève la patte sur le mobilier des années 30 à 60. Voilà, donc, si vous avez deviné de quel établissement il s'agit. Moi, en fait, dans ces cas-là, je me mets à trembler comme une feuille. Mes jambes ne sont plus que du coton. J'ai l'estomac qui se noue. J'ai, que dire encore, la tête qui tourne. Donc, ce sont des réactions physiques qui vont finalement en empirant. Donc, moi qui pensais en fait être une vieille routarde, voilà, parce que voilà, j'ai 4 chiens guides, donc j'ai pas mal de kilomètres au compteur. Et finalement, c'est toujours une épreuve absolument terrible que de devoir se justifier, que de devoir montrer patte blanche. Alors, avec un labrador noir, j'ai un peu du mal. Mais effectivement, essayer de faire en sorte, on ne sait plus en fait quel ton employer, quel vocabulaire utiliser, quels sont les mots pour pouvoir effectivement obtenir ce que de droit. Donc voilà, et je ne vous parle pas des véritables refus d'accès, des taxis, effectivement, j'en ai encore eu l'année dernière. Les chambres d'hôtes posent un vrai problème, donc du coup, nous sommes effectivement limités dans le choix de nos vacances. Les chambres d'hôtes passant, en fait, c'est un petit peu peut-être les trous dans la raquette, parce que même si ce sont des chambres d'hôtes qui font de la publicité, qui figurent sur les sites, etc., dès lors qu'elles reçoivent une capacité d'accueil effectivement inférieure à 15 personnes, je crois, elles sont, je ne sais pas, on ne verra pas effectivement la législation, mais elles sont chez elles, elles échappent un petit peu à la loi. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je n'en dis pas plus, mais sincèrement, c'est un vrai sujet qui a aussi une dimension psychologique importante sur les personnes. Et je pense que c'est utile de le rappeler et d'avoir aussi en tête que derrière ces problèmes, il y a des personnes. Récemment, en fait, j'animais une formation pour des professionnels de la culture. Et en fait, on faisait un petit tour de table et une personne se présentait, elle venait d'un musée dans je ne sais plus quel territoire, et elle disait « Bon, ben voilà, notre musée, bon, évidemment, il n'est pas accessible à tous les handicaps. » Alors, ça m'a un peu écorché les oreilles, je vous l'avoue. Et du coup, dans ma présentation, j'ai un peu posé la question « De quoi parlons-nous ? De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on peut dire qu'un musée est accessible ou pas à des handicaps ? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'être accessible à des personnes ? Et dès lors, peut-être on pourrait peut-être voir les choses d'une autre manière. Voilà, merci. Merci beaucoup Delphine pour ce témoignage très poignant. Donc en fait, les différentes situations évoquées par Delphine Armelle Cheminet correspondent exactement à la deuxième partie d'analyse qu'on présente dans le rapport de l'OBAC. Donc on a aujourd'hui en 2022, on a 11 hébergements, donc lieux d'hébergement qui ont émis des refus, 13 pour les loisirs actifs. Donc loisirs actifs, c'est principalement tout ce qui est activités sportives, par exemple. 11 pour des loisirs passifs, tels que le théâtre, par exemple, ou les cinémas. Et 29 lieux de restauration. On a décidé de réunir l'ensemble de ces refus pour faire un cumul de 64 refus, parce que c'est un secteur, ces différents secteurs réunis font face à une demande croissante, de plus en plus exigeante. Donc il y a de plus en plus de sollicitations
dans ces secteurs. Les gens voyagent, ont toutes sortes de loisirs, vont beaucoup au restaurant. Et ce sont des secteurs qui font aussi face à des exigences d'une clientèle qui peut venir se plaindre de la présence du chien. Donc il y a une certaine représentation du chien dans ces différents secteurs qui mènent à des situations particulièrement crispantes. On est aussi sur des secteurs qui font de plus en plus face à une logique de gestion de masse, c'est-à-dire qu'on a des têtes de réseau qui animent beaucoup de centres réunis. Et généralement, la logique de masse va nier les particularités et aussi accompagnée par un turnover important des personnels, ce qui mène à une situation, comme l'évoquait Delphine, de déficit de formation, donc de méconnaissance de la loi. Et en parallèle, on peut aussi avoir un très grand isolement des professionnels. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de réunir ces différents refus et de les cumuler pour en faire 64, de sorte à ce que ce soit un peu plus marquant en fait en termes de représentation. Ces logiques de gestion de masse, de turnover important, on les retrouve dans un autre secteur qui fait également l'objet de beaucoup de refus. Stéphane ? Oui. Alors on va passer au secteur du transport. Alors, quand il s'agit de transport, on parle de taxi, de VTC, mais également de tout ce qui est ferroviaire. Donc niveau SNCF, on a eu 9 refus. Autocaristes et transports régionaux 10, l'aviation civile 2, transport touristique communal 1 et VSL 2. Donc au niveau des taxis, 11 refus, 6 pour les VTC et autres taxis ou VTC, 24 refus. Donc on connaît bien les problématiques au niveau des transports. C'est pas pour les mêmes que pour les autres secteurs, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de turnover. Il y a beaucoup aussi d'acteurs au niveau des transports, au niveau VTC, au niveau taxi. Il y a beaucoup d'acteurs différents et ça peut être compliqué d'adapter les formations, qu'elles soient continues ou initiales, et de les adapter pour parler justement du handicap et du chien guide ou du chien d'assistance. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier Taxi G7, Uber et aussi Monsieur Yousfi, qui est, je crois, dans l'assistance, voilà, qui tient une école de taxi. Et c'est grâce à des entreprises comme les vôtres, en fait, qu'on peut faire avancer les choses. Parce que le taxi, les transports, pour le quotidien de tous, de toutes et tous, et donc des personnes en situation de handicap, c'est totalement, c'est indissociable de la liberté, tout simplement. Donc voilà, et on a indiqué, alors oui, que le droit public impose l'intérêt, c'est le droit public qui impose l'intérêt général, et je crois que j'ai tout dit au niveau de cette fiche-là. Je vais du coup demander à Madame Élodie Leblanc de bien vouloir monter sur scène pour nous apporter un témoignage justement en lien avec la question des transports. Alors du coup, Élodie, vous avez accepté de témoigner. Est-ce que vous pouvez revenir sur une de vos expériences récentes, s'il vous plaît ? D'accord. Alors moi, j'ai 28 ans, brune, j'attends plutôt, 1m70, yeux verts, et je suis habillée en zèbre, vert et violet, avec un pantalon rouge. Donc je suis accompagnée de mon chien d'assistance, Chao, qui est un berger australien. Et on est tout jeune binôme, vu que ça fait que 6 mois qu'on est ensemble. Et moi, j'adore voyager et mon problème, c'est l'accès à l'avion. C'est-à-dire que quand je prends l'avion, j'achète un billet et 2 jours avant, je dois dire que je suis accompagnée d'un chien d'assistance. Et quand j'arrive sur place, on m'annonce que ce mail n'a jamais existé, alors que j'ai preuve qu'ils ont bien lu ce mail. Et du coup, c'est la compagnie Volotea. Et ils m'annoncent que dans 1 heure, l'avion décolle et qu'il n'y a pas de place pour moi, enfin surtout pour mon chien, et que la seule option qu'on a, c'est de le mettre en soute. Et je dis, bah non, c'est pas possible, c'est un chien d'assistance. Et ils me regardent et ils me disent, mais vous n'êtes pas assez handicapé. Et je lui dis, mais je ne savais pas qu'il fallait avoir un style particulier ou des habits différents pour dire qu'il y a une différence. Et donc je discute pendant
1 heure, je dirais, avec la compagnie pour avoir cette place avec mon chien. Le vol est à 16h04. À 16h, je discute toujours avec cette dame pour avoir cette place. Et elle me dit, mais vous êtes aveugle? Et là, je dis oui, parce que la seule option que j'avais, c'était de dire oui pour que j'ai la place. Et donc, je dis, ah oui, je suis aveugle, mettez tout. Ok, mettez un fauteuil roulant si vous voulez. Je veux juste rentrer dans l'avion. Et donc, j'arrive avec le fauteuil. La personne qui pensait vraiment que j'étais aveugle, donc elle me dit, elle me signe, non. Et puis je rentre dans l'avion et il y a une autre compagnie aussi qui est lamentable, je trouve, c'est EasyJet, où là mon chien est totalement refusé parce que c'est pas un chien guide d'aveugle. Comme c'est un chien d'assistance, il n'y a pas d'accès, quoi. C'est ah non, c'est un chien d'assistance, ah bah il va aller en soute, quoi, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Merci Elodie, c'est très poignant. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors on va continuer le tour d'horizon des refus d'accès et passer sur les lieux d'autorité, à savoir les lieux de soins. Donc 16 refus pour l'année 2022. L'administration avec 14 refus et les lieux de scolarisation ou de formation avec 4 refus. À savoir que parmi ces lieux qui font partie de l'administration, on retrouve des refus dans des MDPH, donc maisons départementales pour les personnes handicapées, même des commissariats, là où des personnes veulent porter plainte parce qu'elles sont fait refuser, elles se font refuser du commissariat. Voilà. Donc ce qui exacerbe la nature abusive des refus, c'est que les personnes se soumettent au refus d'accès plus facilement que dans un autre ERP, car elles ont besoin d'accéder au service qui leur est indispensable. Et j'en profite pour vous dévoiler quelques chiffres pour l'année 2023 et remercier l'association Handi-Chien qui nous fait confiance dans le règlement et le traitement des refus d'accès, ainsi que les chiens du silence, avec qui nous allons signer également une convention pour faire la même chose au niveau de l'ANM, et surtout l'équipe accessibilité de l'ANM, parce que c'est pas mince affaire de traiter des cas de refus, ça peut être très compliqué, même psychologiquement, et voilà, donc comme vous pouvez le voir, on en est à 142 refus, donc en prenant maître de chien guide, bénéficiaire de chien d'assistance, famille d'accueil et éducateur de chien guide ou de chien d'assistance, 10 dépôts de plainte, déjà. Et pour vous donner toutes les informations, donc 24 refus au niveau de la restauration, 6 au niveau de l'hébergement, 10 dans les commerces non alimentaires, 27 dans les commerces alimentaires, 21 dans les transports, taxi VTC à 12, loisirs actifs 9, loisirs passifs 10, et les lieux de scolarisation ou de formation 2. Voilà, donc il y a encore du boulot. Merci Stéphane. Donc, la deuxième partie de ce rapport comporte une boîte à outils. Donc, c'est quelque chose qui a émergé des discussions avec les différents partenaires. C'était une demande récurrente d'avoir un support écrit qui puisse être réutilisé. Donc, on a décidé de le faire pour ce rapport de 2023. Donc, vous allez avoir en fait des différents secteurs qui vont être traités. Donc, dans les fiches, vous avez d'abord une première fiche qui correspond aux droits des personnes accompagnées d'un chien guide ou d'assistance. Que dit la loi? Donc, on rappelle on synthétise, on vulgarise ce que dit la loi. Ensuite, on explique pourquoi un chien guide ou d'assistance, puisque pour obtenir l'adhésion des gens, il faut qu'ils comprennent la pertinence de la présence du chien. Ensuite, comment reconnaître un chien guide ou d'assistance et la personne qui l'accompagne, donc à savoir l'ensemble des équipements et des cartes qui correspondent à l'identification de la personne et du chien. Et après, on a une série par secteur qui est comment accueillir un maître de chien guide ou d'assistance. Donc, on a au restaurant, dans un centre de soins, un hôpital ou une clinique, dans les commerces, à l'hôtel, dans un taxi, dans un métro, un train ou un bus, à la piscine ou dans un centre de sport. Ensuite, on a les extraits de loi pour venir appuyer tout ça. Et enfin, les contacts des associations. Donc, sur le diaporama à droite, on a
la reprise de la fiche dans un centre de soins, un hôpital, une clinique. Sur le côté gauche, on a ce qu'il faut savoir, donc qu'est-ce qu'il faut savoir qui est propre à ce secteur-là, et ce que vous pouvez faire sur la partie droite. Alors ces fiches vont être à découper dans le rapport, mais bien évidemment, ce n'est pas le mode de communication le plus important aujourd'hui, et pas le plus accessible non plus. Donc elles vont être téléchargeables sur le site de Canidea, de l'ANM Chien Guide et de tous les membres de l'OBAC qui souhaitent les mettre à disposition. Donc en fait, elles vont être libres d'accès. Toute personne qui souhaite les avoir et les diffuser est plus que bienvenue. Et elles vont être à télécharger sur le futur site de l'OBAC, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Alors, sur les travaux de l'OBAC en 2023. Donc, on avait créé 2 groupes de travail l'année dernière, un groupe de travail commerce et un groupe de travail mobilité. On s'est rendu compte qu'il y avait une convergence des problématiques, donc on a décidé de faire une réunion conjointe le 20 février 2023. Donc, dans un premier temps, il y a eu l'expression d'une demande de recensement et de partage des supports existants, mais également des pratiques existantes, ce qui a d'ailleurs mené à l'élaboration des fiches que je viens de vous présenter. Et il y avait aussi la question récurrente de la formation des professionnels, qui traverse d'ailleurs l'ensemble des présentations d'aujourd'hui, et l'identification du besoin d'un support vidéo sur lequel Stéphane va revenir à l'instant. Pour faire très bref, en fait, il y a eu un consensus de l'ensemble des membres de l'OBAC pour créer une vidéo qui permet de sensibiliser et surtout de former les collaborateurs et les chauffeurs de taxi ou bien tout type de personnes accueillant du public. Faire une formation ou amener un formateur auprès de l'ensemble de ces équipes, ça peut être compliqué et contraignant, alors qu'une vidéo, c'est assez simple à communiquer au niveau interne. Donc on va revenir sur les objectifs de la vidéo, alors ce qu'on appelait la vidéo socle, puisque initialement le projet de vidéo c'était d'avoir une vidéo socle et ensuite des vidéos spécifiques par secteur. Donc les objectifs c'est de donner des informations clés de façon pédagogique, à savoir comment reconnaître un chien guide ou d'assistance, les différentes spécialités des chiens guides et d'assistance et les bons comportements à adopter en face du binôme. L'idée étant de diffuser le plus largement possible cette vidéo, de sorte à ce que l'ensemble des professionnels de tous les secteurs y aient accès et ne puissent pas dire qu'ils ne savent pas. Alors, on a un certain nombre de sponsors qui ont donc financé cette vidéo et on tient ici à les remercier. On a Disneyland, Uber, GES, donc le groupement des entreprises de sécurité, l'UNAT, la RATP, la SNCF, l'association Tourisme et Handicap et la FCD. Donc on les remercie chaleureusement pour ce projet de vidéo qui a pu être abouti grâce à eux. Et voici donc en avant-première cette vidéo. Des chiens guides et d'assistance avec Canidea et l'OBAC. Bonjour, je m'appelle Lyrix et aujourd'hui, je vais guider Pierre-Marie à une conférence. Oui, c'est moi, Lyrix. Je suis ce qu'on appelle un chien guide. Vous voyez ? On me reconnaît facilement à ma tenue de travail, comme par exemple mon harnais équipé d'un étrier rigide. Lorsque je suis en cours d'éducation, je porte un gilet. Vous devez nous croiser de temps en temps. Nous sommes le plus connu des chiens d'assistance. Mais il y en a plein d'autres. Le maître de Lyrix envoie un SMS à son ami Michael pour l'inviter à une conférence. Il y a par exemple les chiens qu'on appelle écouteurs. Lyrix et son maître sortent dans la rue. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà Michael. Et elle, c'est Spicy. Regardez bien. Le téléphone de Michael vibre sur la table. Son maître est atteint d'un handicap invisible. Il est déficient auditif. Alors ses oreilles, ce sont celles de Spicy. Il lit le SMS sur indication de Spicy. Voilà, il est prévenu. C'est parti. Michael se met en route pour la conférence. Spicy comprend même des ordres en langue des signes. Plus de 20. Spicy, comme moi d'ailleurs, possédons une carte de certificat national d'identification. Elle indique des tas de renseignements utiles. Et Michael, lui, a une carte CMI qui a remplacé son ancienne carte d'invalidité. Toute personne en situation de handicap accompagnée d'un chien guide ou d'assistance est porteuse de la CMI ou d'une carte d'invalidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a droit au libre accès. On peut aller où bon nous semble en quelque sorte, même là où les autres chiens n'ont pas le droit d'aller.
Ah oui, au fait, je ne vous ai pas donné le sujet de la conférence où nous nous rendons. C'est sur le handicap et l'accessibilité. Et voici Reese. Même quand il croise Spicy, il reste toujours sérieux dans son travail. Il est un peu comme elle. C'est un chien d'assistance, mais spécialement formé pour les enfants atteints de diabète. Lenny a ce qu'on appelle un handicap invisible. Et Reese lui permet de prévenir les crises pour que Lenny n'ait jamais de soucis avec sa glycémie. Le travail de Reese et Spicy leur permet de fréquenter beaucoup d'endroits. Ils vont au théâtre, au restaurant ou même faire les boutiques. Ça leur arrive aussi de prendre le train. Les cinémas les intéressent moins, mais Lenny adore ça. Pierre-Marie veut acheter quelque chose. Je vais en profiter pour vous montrer comment je travaille. Pierre-Marie et son chien Lyrix entrent dans une supérette. Au fait, vous le connaissez ce logo? Retenez-le bien, on va le voir de plus en plus à l'avenir. Tous les chiens ne sont pas acceptés dans les magasins, mais les chiens guides comme moi, ou d'assistance comme Reese, le sont. Et c'est un droit. Nous refuser l'accès serait illégal. Je connais bien ce magasin. J'y emmène régulièrement mon maître. Je sais faire beaucoup de choses, mais je ne comprends pas encore son langage d'humain. Alors, il a besoin d'un autre humain pour l'aider à récupérer ce dont il a besoin. Pierre-Marie sollicite l'aide d'un client du supermarché. Ce dernier le guide vers le rayon boisson et attrape la bouteille d'eau qui lui a été demandée. Et voilà! Son achat effectué, Pierre-Marie se dirige à pied vers le lieu de la conférence, accompagné de Lyrix. Mon travail nécessite des tas d'actions différentes. Mémoriser des parcours, éviter des obstacles. Lyrix attend patiemment à côté de son maître au passage piéton. Un passant se penche pour caresser Lyrix. Me caresser? Maintenant? Non merci jeune homme, je travaille en ce moment. Regarde, j'ai mon harnais. C'est seulement quand on me le retire et qu'on me met celui où il est inscrit chien guide en détente que je peux me permettre de manger un casse-croûte ou jouer avec les passants. Mais merci quand même. Lyrix et Pierre-Marie passent par un parc boisé où un chien d'assistance joue avec son maître. Ah, et voilà Milan avec Poppy. Milan est autiste et ne quitte jamais son chien d'éveil. Poppy l'aide à s'ouvrir au monde extérieur. Ils s'adorent ces deux-là. Milan nourrit un rêve depuis qu'il a Poppy. Devenir éducateur de chiens d'assistance quand il sera grand. Milan joue avec Poppy et lui fait un câlin. Pierre-Marie et Lyrix arrivent devant un bâtiment blanc. Nous voilà arrivés à la conférence. Oh mais j'y pense. Vous vous demandez peut-être comment on devient chien guide ou d'assistance. Voici le parcours des chiens. D'abord, il y a une sélection des chiens, parfois même avant leur naissance. Quand ils naissent, ils vont dans une maternité spécialisée pour eux. Puis, ils vont vivre dans une famille d'accueil pour les aider à bien grandir et leur apprendre les bases de l'éducation, comme ne pas quémander ou se tenir correctement. Ils commencent ensuite l'apprentissage de leur futur métier avec les éducateurs. D'autres participants à la conférence arrivent. Les familles d'accueil comme les éducateurs ont droit eux aussi à l'accessibilité avec leurs chiens, au même titre que les maîtres de chiens guides et d'assistance. Pendant ces étapes, on reconnaît qu'ils sont élèves grâce à leur dossard. Une fois leur formation terminée, ils deviennent officiellement chiens guides ou chiens d'assistance, comme nous l'avons vu. Mais il existe aussi des chiens d'assistance pour personnes à mobilité réduite. Entre autres, ils ramassent les objets qui sont tombés, ouvrent des tiroirs et allument la lumière. Et il y a aussi des chiens d'assistance pour des personnes atteintes d'épilepsie. Ils les aident à éviter les chutes ou à anticiper les crises. Ça leur permet de gagner en autonomie tout en limitant les risques pour leur santé. On se retrouve après la conférence. Lyrix et Pierre-Marie sortent du bâtiment. C'est enfin l'heure de rentrer à la maison. Mais avant, petit détour dans le parc pour que je puisse me détendre un peu. Une fois rentré, je vais pouvoir jouer avec mon ami Tonnerre. C'est l'ancien chien guide de mon maître. Il est à la retraite maintenant et Pierre-Marie a souhaité le garder. J'espère avoir une aussi belle retraite que lui. Merci à tous les chiens guides et d'assistance et à tous les acteurs sensibilisés à la cause. Ils garantissent le libre accès à ces personnes qui ne demandent qu'à être autonomes dans leur quotidien. Merci aux acteurs. Pierre-Marie et Lyrix de la FFAC, Catherine, Jérémy, Milan et Poppy des chiens médiateurs et d'utilité de l'Est, Karine, Lenny et Reese d'Acadia, Michael et Spicy des chiens du silence, Pierre-Louis, Maxime, Romain, Yasmine. Merci de nous avoir accueillis. L'école de chiens guides de Paris, l'ANM Chien Guide, le Carrefour City, 76 avenue du Général de Gaulle à Saint-Mandé. Merci d'avoir soutenu cette vidéo. L'UNAT, le tourisme au service des hommes et des territoires, la SNCF, la Fédération du commerce et de la distribution, tourisme et handicap, la RATP,
le GES Groupement des entreprises de sécurité, Uber. Canidea Lobac, l'Observatoire de l'accessibilité des chiens guides et d'assistance, canidea.fr. Copyright 2023, videotelling.fr. Rédaction Pauline Mille. Réalisation Vadim. Storyboard et illustration Mélanie Fornet. Voix Frédéric. Motion design Zoé Borneau. Voilà, donc cette vidéo va être disponible sur demande. Donc toute organisation qui souhaite la récupérer pour la diffuser est invitée à prendre contact avec Canidea. Elle va bien sûr être diffusée sur nos réseaux sociaux, de toute évidence. Voilà, donc merci encore aux sponsors de cette vidéo. Merci aux acteurs. Donc certains d'entre vous auront peut-être pu reconnaître, ou se reconnaître d'ailleurs, dans la vidéo. Donc un des médias par lequel va être diffusée cette vidéo, c'est le futur site internet de l'Aubac. Donc c'est un projet qui date un peu, que Canidea a décidé de mettre en œuvre. Donc là, on va vous présenter un début d'arborescence. Donc tout en haut de ce site, il y aura bien sûr un bouton déclaration de refus en ligne qui renverra vers le site de l'ANM Chien Guide pour le recensement de l'ensemble des refus que les personnes voudront signaler. Bien évidemment, on aura une présentation de l'Aubac avec son historique, ses instances et ses missions. Une partie DocuTech qui est importante puisqu'il y aura le gabarit de la vitrophanie qui a été présenté dans la vidéo et que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Les fiches pratiques dont on a parlé aujourd'hui et éventuellement d'autres fiches qui seront élaborées dans le futur. Des exemples de réalisation de pratiques qui ont été mises en œuvre, le rapport d'activité évidemment de l'année écoulée, la lettre d'information si toutefois on met en œuvre une lettre d'information, bien sûr la partie ils nous soutiennent avec la liste des membres et les motivations pour lesquelles il faut adhérer. Donc il y a un certain nombre de structures, on rêve encore d'avoir EasyJet ou d'autres compagnies aériennes qui nous rejoignent. Éventuellement des interviews de membres et forcément la charte de fonctionnement de l'Aubac. Les actualités avec les vidéos et tout autre podcast, articles et divers objets de communication. Une partie accessibilité avec les textes réglementaires, les différents types de chiens guides et d'assistance, puisqu'il faut le répéter, il y a des handicaps invisibles et beaucoup de handicaps invisibles essuient énormément de refus. Comment reconnaître un chien guide ou d'assistance et une partie internationale, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup d'équipes étrangères qui sollicitent pour connaître l'accessibilité. Et c'est le moment où en fait je vais laisser le micro à Madame Guéchy, puisqu'on a un projet en relation avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui s'approchent de jour en jour et qui sont de plus en plus présents dans notre quotidien parisien en tout cas. Alors n'oubliez pas de vous décrire, Madame Guéchy. Bonjour à tous. Donc, je suis Carole Guéchy, je suis déléguée ministérielle à l'accessibilité au ministère de la Transition écologique. Et je suis habillée d'une robe noire à petits pois avec un collier et je suis blonde, cheveux courts. Voilà. Donc déjà, je voulais remercier parce que ce rapport, il est vraiment, le rapport de l'Aubac est vraiment très nouveau et très disruptif, je dirais, par rapport à celui de l'année dernière, mais c'est super bien d'avoir fait un gros effort comme ça aussi d'évolution. Souvent, les rapports se répètent un peu d'une année sur l'autre, c'est pas le cas là, et c'est du coup très agréable à lire. Et par contre, techniquement, je comprends que la version accessible, elle soit très compliquée à monter, parce que voilà. Mais c'est bien. Franchement, c'est un bon rapport. Donc bravo à tous pour votre participation et quant à l'élaboration de ce rapport, et à Yasmine en particulier, c'est vraiment un bon résultat. Voilà, nous voulions revenir effectivement sur une démarche qui a trait effectivement aux Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'on sait qu'il y aura à peu près 350 000 personnes en situation de handicap qui vont venir pendant les Jeux visiter la France, participer, enfin assister aux épreuves, voilà, donc à la fois sur la région parisienne, mais aussi dans les métropoles de province. Et donc ils vont se déplacer
souvent en transport, d'ailleurs en commun, hein, pas forcément en transport individuel, et bien sûr se promener dans les villes qu'ils vont visiter. Et du coup, sur ces personnes, sur ces visiteurs-là, on estime qu'il y en a à peu près un quart, au minimum un quart, qui seront plutôt des personnes ayant une déficience visuelle. La question qui se pose, c'est effectivement comment fait-on pour leur reconnaître des droits quand ce sont des personnes qui viennent de pays étrangers et dont les cartes ne sont absolument pas ni connues et encore moins reconnues en France. Donc voilà, alors l'initiative, elle vient de Canidea bien sûr et de la Fédération française des associations de chiens guides, et c'est tant mieux, parce que je dois dire que le gouvernement n'y avait pas trop pensé, n'est-ce pas ? Et quand même, c'était évidemment de montrer toute la qualité de l'accueil que la France peut faire pour ces personnes-là. Donc la solution qui a été proposée et qui a été mise en œuvre, hein, puisque c'est ce qu'on propose et ce qu'on va mettre en œuvre, c'est effectivement une carte spécifique, enfin une attestation spécifique qui va permettre aux personnes étrangères qui ont des documents attestant à la fois de leur situation de handicap et à la fois du fait que leur chien guide, ou chien d'assistance d'ailleurs, ait été bien éduqué dans un centre d'éducation qui soit l'équivalent des normes françaises. À partir du moment où effectivement ces deux aspects-là sont vérifiés, alors il est possible d'émettre une attestation qui sera valable uniquement pendant le temps du séjour et pendant la période des Jeux. Hein. C'est ça le but, c'est de leur faciliter les déplacements pendant les Jeux. Et donc, je laisse le clavier à Yasmine. Et donc l'idée, c'est effectivement d'éviter tous les refus qui pourraient éventuellement se présenter parce que les documents étrangers ne seront pas lisibles, ne sont pas compris par les forces de l'ordre ou tous les volontaires qui vont être qui vont jalonner les espaces à proximité des arènes olympiques. Donc l'intérêt de cette attestation, alors cette attestation déjà elle sera numérotée. Le but du jeu, c'est qu'elle soit, les informations seront validées par Canidea, dont les coordonnées apparaîtront en bas de l'attestation. Cette attestation, visuellement, elle reprend des sigles connus en France qui sont le logo du chien guide d'aveugle et d'assistance en bleu, sur fond bleu, le logo de l'OBAC, voilà, donc, et qui précisera en 2 langues, ça aussi c'est important, les caractéristiques à la fois du maître du chien, avec les coordonnées téléphoniques en cas de besoin pour vérifier la véracité de l'attestation auprès de Canidea qui l'aura délivré. Voilà, donc moi je trouve que cette initiative elle est très très bonne et elle émane de vous parce que, encore une fois, le gouvernement et le ministère de la Transition écologique, on n'avait vraiment pas pensé. Alors bien sûr, dans le cadre de la formation des volontaires, une bienveillance toute particulière va être demandée à tous ces volontaires pour accueillir des personnes qui sont étrangères, qui ne parlent pas le français, qui ont des besoins spécifiques, qui ont éventuellement un accompagnement avec un chien. Est-ce que ce sera suffisant ? On ne le sait pas, mais ce que Canidea et ce que la fédération veut aussi éviter, et ça j'adhère totalement, c'est qu'il y ait des refus et qu'il y ait des irritants qui se créent à l'occasion de ces jeux, que ça doit rester quand même une fête. Donc, l'idée, c'est quand même de faciliter le déplacement de ces personnes. Et c'est pour ça que cette attestation en soi, elle est très, très bonne idée. Et nous allons aussi la relayer à la fois sur le site du ministère, on va la relayer dans notre newsletter, on va essayer d'en faire la pub, et aussi en parler à la DIJOP, à la délégation interministérielle des Jeux Olympiques, pour qu'ils sachent que cette opération-là existe et puisse être relayée. Donc voilà un peu notre part là-dessus. Et je profite d'avoir le micro pour vous donner 2-3 informations supplémentaires. Si j'ai le temps, on en avait parlé. Je vais aller vite, mais c'est important pour vous que vous le sachiez. Je voulais porter ça à votre connaissance. En complément du rapport de l'OBAC et du fait que, effectivement, on voit bien que les réclamations et les problèmes de refus sont toujours quand même prégnants en France. On espère toujours que ça aille mieux, mais c'est quand même encore, ça a besoin d'être sous contrôle. Il y a aussi une initiative qu'on est en train, qui est parallèle à celle de l'OBAC, mais vous pourrez bénéficier des chiffres, c'est ça qui est intéressant.
La réglementation européenne dans les transports a évolué et aujourd'hui, elle nous impose d'avoir un endroit où les réclamations liées au transport soient localisées. Et du coup, on a décidé que ce serait le site Signal Conso, qui est le site de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes, qui allait pouvoir servir d'entonnoir, si je puis dire, de réceptacle des réclamations dans les transports. L'avantage, alors, Signal Conso va servir à deux choses. La première, c'est qu'il y aura donc un recensement possible, donc les plaintes pourront aussi être déposées là. Voilà, donc il faut le savoir. C'est un site qui est accessible numériquement, c'est aussi ça qui est intéressant. Donc les plaintes vont pouvoir être déposées là. La DGCCRF, derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Dans une première étape, elle va transmettre aux opérateurs qui seront cités, concernés dans les plaintes, pour réponse. Elle vigilera les réponses. Et s'il y a une récurrence chez certains opérateurs, alors ça déclenche des contrôles de la DGCCRF. Voilà. Et l'avantage, c'est que toutes ces données seront publiques. Donc, on va pouvoir savoir dans un an à peu près, parce que ça, ce sera mis en place au moment du comité interministériel du handicap au printemps. Donc, l'avantage, c'est que ces chiffres, vous pourrez les aspirer et ça pourra aussi nourrir les vôtres et justement d'avoir une vision encore plus complète de ce qui peut se passer ou qui peut échapper à droite à gauche parce que les personnes n'utilisent pas forcément les mêmes canaux, n'osent pas aller aussi loin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais vous dire, bon, les vidéotaxis, vraiment, on a fait un super boulot collectif. Merci aux fédérations de taxi, merci aux opérateurs de taxi, merci vraiment pour... je veux dire, quand je me souviens, il y a un peu plus d'1 an qu'on en avait parlé, on ne savait pas si ça allait pouvoir aller au bout. Donc franchement, là, quand même, je remercie les opérateurs d'avoir compris l'intérêt de réaliser ces vidéos et de les partager dans le cadre des formations. La DGITM, donc le ministère, va en faire une aussi. Vous voyez, maintenant, il va y en avoir plusieurs. Bon, elle va être destinée, alors elle va sortir normalement, si tout va bien, elle sort là, début d'année. On ne peut pas la rendre obligatoire. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est que les chauffeurs de taxi qui vont bénéficier de la prime, puisqu'on donne une prime à 1000 taxis en région parisienne qui s'équipent de véhicules adaptés, ceux-là devront obligatoirement l'avoir vu. Voilà, on l'a mis de manière obligatoire dans la formation. Pour les autres, elle est facultative dans le cadre de la formation des chauffeurs de taxi, mais en tout cas, elle est rendue obligatoire pour ceux qui ont la prime d'État. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y aura au moins 1000 nouveaux chauffeurs, enfin 1000 nouveaux, peut-être pas chauffeurs, parce qu'ils ont pu conduire auparavant un autre type de véhicule, mais en tout cas là, comme ils auront un véhicule adapté avec une prime d'État, ils seront obligatoirement formés. Voilà ce qu'on a fait. Et le dernier point que je voulais vous dire, qui est important aussi, il faut que vous le sachiez, parce qu'on bosse beaucoup dessus en ce moment, alors donc il y a un effet collatéral vous concernant, c'est qu'on a donc lancé depuis le 2 novembre le Fonds territorial d'accessibilité qui vise à financer une partie de la mise en accessibilité des ERP de 5e catégorie. Alors d'abord, dans les villes Jeux Olympiques, parce qu'il y a un peu urgence, hein, on l'a tous compris, l'accessibilité physique n'est pas forcément au rendez-vous dans les petits ERP du quotidien, mais aussi ailleurs en France, dans un temps 2. Donc, dans les équipements que le fonds finance à hauteur de donc que l'État finance à hauteur de 50%, puisque la prime d'État peut aller jusqu'à 20 500 € quand même, hein, au total. Il y a l'achat d'équipements, il y a les travaux, il y a les aménagements, il y a aussi de l'ingénierie qu'on peut se faire subventionner. Et bien sûr, dans les équipements, on a mis la vitrophanie qui concerne les chiens guides. Donc, elle pourra être financée aussi, l'achat de cette vitrophanie pourra être financé. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous laisse à l'accueil pour ceux qui sont intéressés par le fonds territorial pour faire la pub auprès de vos commerces du quotidien. Si toutefois vous avez vu qu'il y en a qui ne sont pas accessibles, c'est le moment d'aller faire de proposer de bénéficier de cette subvention d'État et de se mettre en conformité en matière d'accessibilité. Voilà, je vous remercie à tous et bonne continuation pour cette journée que je vais suivre jusqu'au bout. Merci Madame Guichy. Donc nous arrivons à la clôture de cette plénière. Donc j'invite Monsieur Charles, président de Canidea.
Bien, avant de clôturer cette plénière, j'aimerais que me rejoignent sur l'estrade l'ensemble de mes salariés et collaborateurs qui ont collaboré à ce magnifique rapport. Donc je demande à Yasmine, je demande à Stéphane Rossetti, je demande à Maxime, je demande à Romain de bien vouloir, et à Anne également, de me rejoindre, si vous voulez, à mes côtés. C'est grâce à eux, si vous voulez, que, comme le disait Mme Guichy tout à l'heure, ce magnifique rapport a pu avoir le jour. Et je pense vous servir de référence tout au long de ces années. Je souhaite qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Ils le méritent amplement. Merci. Bon, je vais essayer d'être assez court maintenant pour ne pas vous ennuyer plus longtemps. Bon, je ne reviens pas sur l'autodescription, peut-être de la cravate tout à l'heure que je n'ai pas signalé, qui est rouge à rayures blanches, mais voilà. Donc nous venons de participer à des moments, j'ose dire, passionnants au travers des différentes présentations. Présentation du rapport annuel, des travaux de groupe de travail, projection des vidéos, d'échanges avec nos partenaires, du projet du site d'Internet de l'Aubac, et enfin des Jeux olympiques et paralympiques qui vont arriver à grands pas bientôt. À nous tous, acteurs, décideurs, partenaires, de concrétiser et de mettre en place de manière récurrente et permanente nos objectifs de libre circulation des personnes en situation de handicap dans tous les lieux publics. Est-il nécessaire de définition du mot autonomie, faculté d'agir librement, en toute indépendance, se gouverner soi-même selon ses propres règles. Cette autonomie doit s'accompagner impérativement des valeurs suivantes: le respect de la personne, son approbation à l'aide apportée, la sécurité, le confort des déplacements, l'intégration dans le monde du travail, les loisirs. Les chiens guides d'aveugles et d'assistance sont présents pour apporter leur aide si précieuse dans l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Notre ami le chien est leur agent de sécurité et d'assistance permanent à leur côté. Aux bénéficiaires de ce compagnon de vie, ne sont-ils pas là pour les assister dans tous les actes de leur quotidien? Ils leur assurent une attention constante, égale, du matin au soir, avec le plaisir de donner de l'amour à leur maître et l'être leur ombre. Ils sont leurs yeux, leurs oreilles, devinent leurs faiblesses et anticipent leur malaise pour les prémunir, les sauvegarder, les protéger. Est-il si compliqué d'assurer leur présence permanente dans tout leur déplacement aux côtés de leur maître, sans être dans ces incertitudes, de subir la double peine du handicap et du refus d'accès? Je me permets également de rappeler tous les artifices fallacieux évoqués pour s'affranchir de les accueillir dans les espaces publics. Nous qui sommes réunis dans cette plénière, au travers de l'action de nos 3 collèges, luttons ensemble pour faire connaître et respecter les lois de la République. La loi de 2005 sur l'accessibilité va bientôt avoir 20 ans d'existence. Qu'en est-il de son application pleine et entière? Il reste beaucoup de chemin à parcourir pour sa réalisation totale. Nous sommes, en partie, les acteurs significatifs au niveau de l'accessibilité de toutes les personnes en situation de handicap. Notre mission de l'Aubac se définit en 3 thèmes: accompagner, coordonner, informer. Ainsi, sera-t-il possible de formuler cette charte ensemble et citoyens pour l'accessibilité de tous dans le respect de la personne. Je vous remercie encore de votre participation.
Merci à vous. On peut les applaudir. Hein. Merci.